attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Demonstration at all in the streets. No, no one against us. Against me for what? Because I am not president. But then, They love me, all my people with me. They love me all. but if they do love you, They will die to protect me, my people. if you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in It is a guide. Zawiya? It is a guide. It is guide, not my people. It is guide. Guide, yes. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient. Assalamu alaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. And one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles. Principles of justice, progress, tolerance, and the dignity of all human beings. L'histoire s'accélère. Les pays arabes se soulèvent les uns après les autres. Tunisie, Égypte, Libye, Bahreïn, Yémen, Syrie. Les foules envahissent les rues et endurent la répression. Elles réclament le départ des dictateurs longtemps soutenus par l'Occident. Non pas au nom de Dieu, mais au nom de la démocratie. Une page de l'histoire du Moyen-Orient est en train de se tourner. « 30 ans de guerre au Moyen-Orient et les 3 guerres du Golfe, la guerre Iran-Irak, puis la guerre du Koweït et enfin l'invasion de l'Irak ont participé à la politique de remodelage de ce que les néoconservateurs américains appellent le Grand Moyen-Orient. En occupant l'Irak mais aussi l'Afghanistan, l'Amérique a considérablement augmenté sa présence militaire et sa mainmise sur la région et sur ses réserves de pétrole. Manuel Valls a parlé de guerre de civilisation. Est-ce que c'est le bon terme ? Alors certainement pas. C'est certainement pas le bon terme parce que Daesh n'est pas une civilisation. Daesh veut détruire toutes les civilisations. Daesh veut nous bouleverser au niveau de nos émotions, faire croire que la torture, le meurtre de tous ceux qui ne pensent pas comme nous serait un simple acte de guerre. Quand vous dites « nous », c'est tout le monde ? L'ensemble de l'univers. Oui. Je vous rappelle que Daesh a commencé par exterminer tous les musulmans syriens qui ne voulaient pas faire allégeance à Daesh. Puis ensuite, il s'est attaqué aux chrétiens, puis ensuite aux yézidis. Et c'est là que nous avons réagi. Mais des centaines, des milliers de musulmans ont été décapités, coupés en morceaux. Des enfants ont été tués à bout portant. Ils étaient musulmans, mais ils ne voulaient pas faire allégeance à ce groupe terroriste et totalitaire qui a comme seul projet la purification interne et l'extermination externe.
Comment évaluez-vous le rôle croissant des organisations terroristes dans le monde arabo-musulman, État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram? Daesh a soudain disposé d'énormes capacités que seul un État peut acquérir. Par exemple, ils ont des véhicules blindés, ce qui n'est pas le cas des petites milices. Nous nous demandons ici d'où viennent ces moyens. Qui est derrière ces organisations? Il faut souligner que leurs agissements sont très brutaux et font offense à l'islam. Ils déforment l'image de l'islam et contribuent de manière significative à la campagne actuelle de distorsion de l'islam à travers le monde. Leurs actions récentes, que ce soit contre les caricatures du prophète Mahomet, l'exécution de journalistes et de prisonniers, ou l'immolation du pilote jordanien, toutes ces actions n'ont rien à voir avec l'islam. On peut dire que la politique américaine dans la région et son soutien à Israël est une des principales raisons de l'adhésion des jeunes à ces organisations. Ces organisations sont sans aucun doute financées par des institutions internationales qui, ce faisant, offensent elles-mêmes l'islam. Nous notons aussi que les tueries et les attaques se produisent dans des régions musulmanes. Cela nous conduit à nous demander si l'objectif de ces organisations n'est pas de détruire le monde musulman. Veulent-elles diviser les pays musulmans? Cherchent-elles à plonger ces pays dans des guerres civiles ultra-violentes? D'un autre côté, une partie des jeunes qui rejoignent ces organisations le font en toute honnêteté et sont totalement convaincus par les objectifs affichés de ces organisations. C'est le cas de la personne qui accepte de porter une ceinture d'explosifs et qui croit qu'elle ira droit au paradis quand elle se fera exploser. Donc vous pensez que la CIA est d'une certaine manière derrière ces organisations? Je dis que la CIA et le Mossad sont derrière ces organisations, parce qu'aucune autre entité que ces deux pays n'a intérêt à financer ce type d'organisation. Aucun musulman n'est prêt à perpétrer de tels actes. Bombarder et tuer des gens est interdit dans la religion musulmane des origines. Et le prophète Mahomet a dit « Faire disparaître la Kaaba est plus facile que tuer un croyant ». Alors quid des massacres de masse qui se produisent de nos jours? Le conflit dure depuis 2 ans. Les rebelles arrachent quelques victoires, mais ils disposent de faibles moyens. Ces derniers mois, l'armée de Bachar el-Assad regagne du terrain, notamment à coups de bombardements massifs. Depuis mai 2011, l'Europe bloque les livraisons d'armes rebelles. Aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne veulent mettre fin à cet embargo. Cet après-midi, François Hollande et David Cameron se sont rencontrés en marge du Conseil européen. Et leur position est claire. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Cette position marque un changement radical. L'embargo prend fin officiellement en mai.
La France va négocier et s'il n'y a pas d'accord avec les autres pays européens, la France est prête à prendre ses responsabilités. Que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. En clair, la France pourrait bientôt livrer des armes aux rebelles. La Russie et l'Iran continuent d'aider le régime syrien et pour François Hollande, il est temps de mettre fin à ce déséquilibre. اللهم سدد ذنبي الله أكبر تم تدمير دبابة الله أكبر لواء العزة الدابر العلوي سيف الشام الله أكبر. Mais si cette année est la bonne, et on espère que c'est la bonne, normalement il y a une guerre qui se prépare. J'espère qu'elle va éclater 2 heures avant la fin de l'année, parce qu'on n'a pas envie de tenir le coup 2 mois dans les abris. Mais tout est prêt pour qu'il y ait une guerre qui se prépare. Et on doit être prêt pour cela et faire tchouva, se renforcer. La Syrie accuse Israël d'avoir mené 2 raids contre des secteurs tenus par le régime près de Damas, dénonçant un soutien direct aux rebelles et aux djihadistes. Les habitants de Damas ont affirmé avoir entendu de fortes déflagrations et des militants d'opposition ont diffusé sur Internet des images d'avions de chasse dans le ciel de la capitale syrienne, une vidéo dont l'authenticité n'a pu être vérifiée. Mesdames, Messieurs, dans la dernière ligne droite, 3 mois et demi, et sachez que les choses avancent. Ce matin, j'ai entendu une chose extraordinaire. Ça m'a mis toute ma journée, j'étais au 7e ciel. Et bracha pour le fils, virash zaracha et sh'ar oivav. Et ta descendance va hériter le portail de ses ennemis. C'est quoi ce portail? Le Midrash dit là-bas, le portail des ennemis, c'est une ville qui s'appelle Tadmor, qui a été créée par le roi Salomon. C'est marqué ici comme ça dans les chroniques, Livra Yamim, et dans Melachim. Une ville qui se trouve en Syrie, à la porte du désert. Sha'ar, le portail, la porte du désert des ennemis, la porte du désert iduméen, c'est Édom, l'Occident, et Ishmaël, arabe. Le Midrash dit, bienheureux celui qui verra la chute de Tadmor. Le 21 mai, donc il y a une dizaine de jours, mesdames, messieurs, cette ville qui s'appelle Tadmor en arabe, mais Palmyre en français, est tombée dans les mains du Daesh, la chute de Palmyre. Alors, des quinzaines de fois durant l'histoire, Palmyre est tombée et il y a eu des chutes. Mais dans la conjoncture des événements que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, j'espère qu'on est sur le bon. Palmyre est tombée. Bienheureux celui qui verra cela. Il y a plusieurs midrashim là-bas, il s'appelle Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai, page 500, tombera le César Néron de l'Orient qui se trouve à Damas. C'est qu'à votre avis, un Néron César à Damas? Bachar el-Assad. Alors, l'expression « sourire et annexer » reflète la politique menée par la droite nationaliste et les théories du sionisme religieux, qui depuis 1967 et la guerre des 6 jours gagnent en influence aux dépens du sionisme laïque. Leur rêve, construire le grand Israël. Un pays qui engloberait toutes les terres saintes pour s'étendre bien au-delà des frontières définies par les Nations Unies.